Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV. C'est parti pour le JTech. Vous le savez, le JTech, c'est que chaque week-end, toute l'actualité high-tech. Et l'actualité cette semaine, gros morceau, c'était la keynote Apple. La marque à la pomme dévoile enfin ses nouveaux iPhone 6 et sa fameuse Watch. Et puis nous retournerons à l'IFA de Berlin, ce grand salon dédié aux nouvelles technologies, où on a vu des lunettes connectées signées Sony. À l'IFA également, des téléviseurs sous Android. Ça arrive, à quoi ça sert? Explication dans ce JTech. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Nous avons récolté, eh bien ça y est, deux nouveaux iPhones. On le rappelle, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, donc l'iPhone 6 de 4,7 pouces, l'iPhone 6 Plus de 5,5 pouces. Donc les rumeurs qui couraient sur le web depuis plusieurs semaines s'avèrent exactes. Tout à fait, ils sont plus fins. Ils ont en principe une autonomie qui sera meilleure que celle de l'iPhone 5S aujourd'hui. On parle de 10 et 12 heures d'autonomie contre 8 heures pour le 5S. À vérifier bien entendu. Quelques petites fioritures, un nouveau capteur, l'altimètre, et puis la technologie NFC. Bien sûr, qui permettra, une première pour Apple. Qui permettra de régler des achats sur Internet et également dans les magasins physiques, on l'espère assez vite en France. Voilà, alors ces deux iPhones sont plus fins que les précédents bien sûr et seront disponibles dans le monde entier et en France y compris le 19 septembre. À noter que l'iPhone 4 disparaît de la gamme des iPhones, il restera donc l'iPhone 4S qui pourra être mis à jour sur iOS 8. Lui sera gratuit, l'iPhone 5C aussi restera sur le marché ainsi que l'iPhone 5S. Alors voilà pour les specs. Maintenant, quel est le ressenti lorsque l'on prend en main ces objets? Eh bien, nous pouvons le savoir tout de suite puisque Pierre Fontaine est à Cupertino. Il nous dit tout. Alors la première chose, c'est que les écrans sont vraiment impressionnants. La taille d'écran évidemment grandit et ça, c'est pas une mauvaise chose parce que les 4 pouces commencent à être petits sur le marché. Donc 4,7 et 5,5 pouces, plutôt bien. Avec peut-être une préférence en taille pour le 4,7, mais j'ai l'impression que finalement, avec par exemple la possibilité d'afficher en paysage avec le 6 Plus, j'ai l'impression d'avoir plus de nouveautés sur le modèle haut de gamme, mais modèle haut de gamme qui est quand même un peu plus cher. Donc voilà. Ça, c'est pour les iPhones. Oui. Mais vous le savez, il y a eu le One More Thing. Le One More Thing. Et le One More Thing, eh bien, Apple ne nous a pas déçus puisque ça y est, la montre est officielle. Elle s'appelle pas iWatch comme on l'avait cru. L'Apple Watch, c'est son nom. Bon, cette montre Apple. Pas mal non plus. Oui, c'est pas mal. Au moins comme ça, c'est clair. Alors cette montre, on voit que on se rapproche quand même de la finition d'une montre de joaillier. Elle est très bien finie. Elle existera même en plaqué or. Oui, il y aura plein de modèles en réalité. Il y aura 3 modèles et 2 tailles. Oui. Avec donc même une petite taille pour les petits poignets. A priori, femmes, donc plutôt enfants. pour les femmes, oui. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec cette montre? Eh bien, ce qu'on peut faire déjà avec une montre connectée, c'est-à-dire qu'elle a un capteur cardiaque, elle a un podomètre qui va pouvoir calculer le nombre de pas. Voilà, elle sera connectée à l'iPhone. Elle ne fonctionnera qu'avec l'iPhone, visiblement. Elle inclut un GPS aussi, et donc elle a un petit écran qui est recouvert d'un saphir synthétique, ce qui en fait que, d'après Apple, elle serait inrayable à vérifier. La grosse info, c'est qu'il y aura un App Store, un Watch Store, je ne sais pas s'il s'appellera comme ça, sur lequel on pourra télécharger donc des applications dédiées à la montre. À noter que vous allez pouvoir parler avec votre montre, ça va être sympa dans la rue, au tout début en tout cas, puisque Siri sera compatible avec cette Apple Watch. Au poignet, elle paraît pas grosse, elle ne paraît pas si épaisse que ça, elle n'est pas si épaisse que ça. Et surtout, elle est assez légère, plus légère que certaines montres classiques. Après, l'ergonomie de la version d'iOS qui est déclinée dessus est assez bien pensée, vraiment bien pensée, avec les raccourcis pour voir ce qu'il appelle glances, c'est regarder, on glisse l'écran et on voit les notifications rapides d'une application particulière. Les notifications poussées sont aussi bien amenées. Il y a vraiment une vraie réflexion, une vraie démarche, on va dire, de design et de conception derrière tout ça. La question ultime derrière tout ça, c'est encore une fois, c'est est-ce que les smartwatches ont une vraie pertinence? Est-ce qu'elles vont créer de nouveaux usages? Et là, en l'occurrence, est-ce que la watch d'Apple va créer de nouveaux usages? Il est un petit peu tôt pour le dire à mon sens. Pour l'avoir eu au poignet pendant 5-10 minutes, c'est plaisant.
mais il n'y a peut-être pas encore de quoi se relever la nuit. Il va falloir voir, il va falloir attendre de voir le produit final et puis surtout attendre de voir un vrai test. Aujourd'hui, Android, on le connaît tous, hein, c'est une plateforme ouverte, donc avec des milliers d'applications. Donc pour nous, ça a complètement du sens. On voit aujourd'hui la télé évoluer vers le délinéarisé, ce qu'on appelle délinéarisé avec YouTube, etc. Donc pour nous, ce qui était important, c'est d'assurer toujours, ce qu'on en a toujours fait, la télé avec la meilleure qualité d'image, mais d'apporter des services additionnels qui ont du sens pour le consommateur. En France, on a ce qu'on appelle les box, donc les box avec beaucoup de services. Donc il fallait trouver des applications qui allaient au-delà des box. Donc la principale application aujourd'hui que Android va permettre, c'est d'accéder à tout ce que l'on a sur le Play Store au niveau du gaming. Donc les jeux aujourd'hui que l'on peut avoir gratuitement ou contre un coût relativement faible, on va pouvoir aujourd'hui les expérimenter directement sur sa télé comme on le fait déjà sur son smartphone ou sa tablette. C'est qu'une partie des applications parce qu'on va bien au-delà. Aujourd'hui, on peut retrouver toutes les applications de vidéo, c'est-à-dire que si vous avez déjà un compte Google sur votre tablette, vous allez pouvoir en profiter directement sur votre télé et ainsi en faire profiter toute la famille. Aujourd'hui, on a des télécommandes extrêmement évoluées. Vous avez des télécommandes gyroscopiques qui vous permettent donc justement d'avoir un système de pointeur, de pouvoir utiliser ça de manière assez intuitive. On a également au dos de la télécommande un clavier qui permet de faire la saisie de texte. Et on va même plus loin parce qu'on va bénéficier grâce à Android du Google Search qui va nous permettre avec la synthèse vocale finalement de faire des recherches sur Internet. C'est qu'un concept, hein, on va pas sortir comme ça dans la rue. Mais Sony, ça y est, se lance dans cette idée de lunettes connectées, hein, comme quoi c'est vraiment une tendance générale, avec un concept assez drôle et qui est efficace, c'est-à-dire que d'avoir un petit écran, comme sur la Google Glass, en haut à droite, là en fait, on a deux images qui sont superposées sur les verres et on a donc cette impression d'un écran large devant voilà, les d'images yeux. qui arrivent de réalité augmentée en fait et c'est très agréable. Voilà, un système stéréoscopique, oui. Ce qui fait que véritablement l'écran fait toute la largeur du champ de vision et vient se superposer à l'image réelle. Voilà. Alors bon, pour l'instant, on voit que c'est pas encore véritablement au point, j'ai failli tomber, avec un système qui est connecté à la paire de lunettes où là se cache toute l'intelligence voilà. Des lunettes, il y a la batterie plus le processeur. Et c'est encore un peu gros, on le voit. Oui. Évidemment, ça pourrait pas le faire commercialement. Donc l'enjeu pour Sony dans les mois qui viennent, ça va être d'intégrer ça à l'intérieur des lunettes. Là, à l'intérieur, et même d'arriver en fait à miniaturiser tout ça pour que justement on ait des lunettes qui ressemblent à de vraies lunettes en fait. Alors comme sur les Google Glass, il y a également un petit appareil photo caméra qui permet de prendre des images, de prendre des photos. Tu as d'ailleurs l'œil gauche qui clignote, François. C'est normal, voilà, je suis Terminator. Tout va bien. Il va falloir que je me redémarre en fait. Ouais. Et alors ce qui est amusant, c'est que là vous avez une espèce de petite monette virtuelle tactile qui vous permet en fait de faire modifier les menus qui défilent là. Pendant que je vous parle, je vois dans la paire de lunettes des menus qui défilent. Et alors contrairement aux Google Glass qui ne sont, vous le savez, qu'un support, hein, une tige de fer en réalité, là il y a des verres et qui peuvent être des verres correcteurs adaptés à la vue de la personne qui les utilise. Alors quand ça sort, eh bien voilà, on a essayé d'arracher les informations à l'ingénieur de Sony qui nous a expliqué tout ça. Pas de date pour l'instant, mais peut-être l'année prochaine. Et oui, pourquoi pas. Ils ont encore du boulot. Bon, ils sont un petit peu en retard sur le coup, Sony. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, ils s'y mettent. Et le concept est beaucoup plus agréable que les Google Glass, puisque là, comme je le disais tout à l'heure, on voit véritablement une information qui s'incruste dans notre champ de vision et c'est intéressant. Pour l'instant, 4 applications disponibles. Hein, une application de navigation et puis bien sûr, tout cela fonctionnera avec le smartphone, bien évidemment. Avec un smartphone. Innovation à suivre, évidemment, dans quelques mois, dans quelques années. Oui, on suivra ça bien sûr sur ZeroNet TV. On vous l'a dit depuis le début de l'année, les prix des PC s'écroulent. On avait vu des choses dans les magasins à 250 €. C'est vrai qu'on tombe encore plus bas. En octobre, sortiront de petits PC à moins de 200 €. Alors plusieurs marques vont se positionner sur ce marché, et Toshiba notamment, avec le renouveau du netbook. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, on parlait beaucoup du netbook. C'était un petit PC qui n'était pas très puissant, etc. Chevalier, ça. Voilà, c'est ça. Eh bien, là, on a en fait entre les mains un PC qui coûte 200 € et qui a tout d'un vrai petit PC avec un vrai Windows. Tu sais, on ne parle pas de Windows RT, là on a un vrai Windows. Ouais. Alors, il a certaines limitations malgré tout, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir un processeur hyper puissant, tu n'as pas beaucoup
de mémoire à l'intérieur. Tu as 32 gigas de Vous stockage. installez Windows, il vous reste, bon an, mal an, 20 gigas. 15-20 gigas. Voilà, mais alors bon, Microsoft mise sur le cloud, c'est-à-dire qu'on t'offre 100 gigas en fait sur le OneDrive de Microsoft. Indispensable. Tout à fait. Il est mignon tout plein, mais c'est pas du tactile, les amis. On est dans le basique. Pour ce prix-là, évidemment, on a le minimum. Mais ça peut être très sympa pour un deuxième PC ou alors pour un PC pour un ado, par exemple. Ça peut être sympa. Là, on est à 199, enfin 200, et là, on est un petit peu plus cher parce qu'on a ce fameux PC hybride qui se retourne en fait et qui a plusieurs positions. Donc, tu sais, le fameux mode tente qu'on apprécie tous les deux. Il y a aussi donc le mode tablette. Surtout l'été pour partir en camping. Exactement, ça c'est pratique. Donc là, bien sûr, pour ce prix-là, on a un écran tactile et on est à 379 €. Alors évidemment, c'est pas des Rolls de puissance, bien sûr, mais on se rend compte aussi derrière tout ça que Microsoft mis sur la stratégie du PC le moins cher possible. Alors comment font-ils ces industriels pour sortir des PC à moins de 200 €? Eh bien, c'est parce que Microsoft a un petit peu revu sa stratégie, notamment grâce à Windows Bing. Voilà, un Windows Bing, en fait, la licence Windows que les constructeurs payent, eh bien avec Windows Bing, coûte beaucoup moins cher parce qu'elle est sponsorisée par le moteur de recherche de Microsoft. C'est quoi Windows Bing, faut vous demander. En fait, c'est le vrai Windows, il faut le dire. Simplement, la seule différence, c'est que lorsque vous le mettez en route, vous n'avez pas le choix du navigateur et du moteur de recherche surtout. Vous tombez obligatoirement sur Bing. Mais bon, après, on peut le changer. Si on veut. Rien ne vous empêche de mettre Google, etc. Mais au départ, par défaut, il y a Bing, ce qui permet à Microsoft de gagner de l'argent avec la publicité que vous allez, qui va s'afficher sur le moteur de recherche Bing. Et c'est comme ça que les PC sont de moins en moins chers. Voilà, alors aujourd'hui c'est 200 €. Est-ce que ça va descendre encore dans les mois qui viennent? On verra bien. Je crois que là, il y a quelqu'un qui te les donne, il te donne de l'argent avec. Ah, ça c'est chouette. Ils sont sympas chez Microsoft et chez Toshiba quand même. C'est l'IFA 2014 à vivre sur 01net TV. Vous savez, les infos sérieuses et les commentaires idiots, c'est nous. Mais vous savez faire le tri. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com. N'hésitez pas à vous abonner à la page 01net TV sur YouTube et puis à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Google+. Passez un très bon week-end. On se retrouve samedi prochain pour le JTech. À très vite.